Ça me fait plaisir d'être ici ce midi avec vous pour vous parler des relations interpersonnelles au travail. D'accord, juste en commençant, peut-être juste vous donner quelques indications plus techniques. Donc, comme je l'ai dit déjà, votre son est désactivé, je vous entends pas si vous me parlez. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, il faut vraiment le faire par chat, donc par écrit. Comme je disais, je vais regarder régulièrement les commentaires ou les questions pour m'assurer que tout est correct. Mais on va quand même se garder une période de questions à la fin. Donc, si vous voulez pas poser de questions pendant que j'explique des trucs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez attendre à la fin si jamais vous souhaitez. Donc, il vous avisez aussi en même temps que le webinaire est enregistré. Donc, il va être disponible après, à partir de demain, probablement sur le site web de la communauté d'équilibre, dans la boîte à outils. Donc, si jamais vous voulez le revisionner ou le transférer à un collègue ou à quelqu'un que vous connaissez, ça sera possible. Donc, le webinaire va être accessible. Puis, je vais aussi mettre le PowerPoint sur le site web également. Donc, si jamais vous voulez reconsulter les documents là, qui vont être présentés aujourd'hui, vous pourrez le faire. Donc, voilà. Donc, on peut commencer tout de suite le webinaire en tant que tel. Donc, je vous remercie encore d'être là. Donc, on parle de relations interpersonnelles au travail. Peut-être juste vous donner quelques indications sur, en fait, d'organiser ces webinaires-là. Donc, moi, je m'appelle Émilie Lemay-Auclair, je suis travailleuse sociale. Je suis aussi consultante en promotion de la santé psychologique en organisation. Donc, j'ai fondé un cabinet de consultation en 2015 qui s'appelle Les Points d'équilibre. Mais comme je suis travailleuse sociale, j'ai aussi un intérêt particulier pour les travailleurs et intervenants psychosociaux. C'est mon origine, si on veut. Donc, j'avais le goût de faire quelque chose spécifiquement pour cette population de travailleurs-là. Puis, j'ai fondé une communauté de pratique l'an dernier, dont la mission est en fait de soutenir la reprise de pouvoir et de sens des membres sur leur pratique professionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion, en fait, de constater à quel point il y a plusieurs travailleurs ou intervenants psychosociaux qui se sentent un peu dépossédés de leur pratique, soit à cause de leurs conditions de pratique, leurs conditions de travail, toutes sortes de facteurs qui peuvent jouer, qui font en sorte qu'ils ont moins de marge de manœuvre, qu'ils ont moins la possibilité de faire, de pratiquer leur profession comme ils le souhaiteraient ou comme ils pensent que ça doit être fait. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on se donne des lieux de discussion, d'échange, d'information pour justement redonner du sens à cette pratique-là. Et la communauté, en fait, a 2 axes d'intervention. Ces activités s'orientent autour de 2 axes. Le premier, c'est fournir de l'information pour améliorer la satisfaction des membres vis-à-vis de leur pratique professionnelle. Et le deuxième, c'est d'animer des activités de groupe pour favoriser les échanges et le partage de savoir et d'expérience entre les membres de la communauté. Parce qu'on peut bien fournir de l'information, mais en même temps, vous êtes aussi des maîtres d'œuvre de votre pratique. Vous êtes des professionnels, vous avez des choses à dire, vous avez des réflexions sur votre pratique, c'est bien pour les échanger, pour se nourrir et s'enrichir entre nous. Donc, l'activité d'aujourd'hui, le webinaire, c'est vraiment dans le premier axe d'intervention. On veut fournir de l'information. Puis, pour les activités de groupe, le deuxième axe, à ce moment-là, il y a une activité de réseautage qui va avoir lieu à Montréal. Je vais donner quelques informations plus tard à propos de ça. Un peu la suite, dans le fond, du webinaire d'aujourd'hui pour parler plus de solutions, de pistes d'action, mais entre nous. Donc, ça va se faire en personne. Ça va être le 26 mars. Donc, ça, c'est un exemple de l'activité réseautage qu'on peut faire. Il y a aussi du co-développement qui se fait, des ateliers d'initiation, mais également des groupes aussi qui se sont formés. Donc, ça, c'est plus dans le deuxième acte d'intervention. On veut favoriser le partage, l'échange de savoir. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel le webinaire a été fait ou développé. C'est dans le contexte de la communauté de pratique. Donc, le plan de la séance, de voir ensemble un petit peu c'est quoi l'objectif puis de quoi on va parler quand on parle de relations interpersonnelles. Bien, premièrement, l'objectif, c'est de mieux comprendre les effets des relations en milieu de travail sur la pratique professionnelle puis d'identifier les comportements qui vont nuire à ces relations-là. Et ça peut sembler un peu drôle de dire, comme d'autres pratiques, on parle de notre pratique professionnelle. Bon, c'est quoi le rapport des relations de travail? Il y en a un, on va prendre le temps de l'expliquer. Ça va être le premier point dont je vais parler dans le webinaire. Donc, pourquoi parler des relations interpersonnelles? Ensuite, on va aborder les effets protecteurs des relations interpersonnelles positives, parce qu'il y a un effet protecteur. Les conditions nécessaires aux relations interpersonnelles positives. Ensuite de quoi, je vais aborder les comportements qui nuisent à ces relations interpersonnelles-là. Donc, on va cibler quelques comportements ou quelques types de comportements qui sont néfastes pour les relations. Je vais aborder rapidement aussi les relations avec la clientèle parce que c'est quand même une grande partie de nos relations de travail, les relations avec les gens qu'on accompagne, et elles ont un effet également aussi sur la santé psychologique et le bien-être. Puis, on va terminer avec une période de questions. Donc, voilà, sans plus tarder, abordons le premier. Pourquoi parler des relations interpersonnelles en milieu de travail? En fait, on sait maintenant, parce que ça a été documenté, puis pas juste chez les travailleurs sociaux, vraiment chez tout un ensemble de travailleurs, que la santé mentale des travailleurs influence leur pratique professionnelle. Donc, d'une part, ça va influencer la qualité des services offerts, c'est-à-dire que les conditions de travail ont un impact sur la santé mentale des travailleurs, puis un travailleur qui a une moins bonne santé mentale
offre des moins bons services. Pas parce qu'il le souhaite, mais juste parce qu'il n'est pas dans les conditions optimales. Et ça, c'est particulièrement important pour des personnes qui travaillent en intervention ou en relation d'aide parce que l'intervenant est son propre outil de travail. Donc, si l'intervenant ne va pas bien ou vit de la détresse psychologique ou un problème de santé mentale ou se sent pas confortable dans son milieu de travail, ben, il devient un outil de travail inefficace. Il va être moins efficace. Et ça, on le sait, on est capable de le documenter, comme je dis, ça a été documenté chez plusieurs types de travailleurs, là, dont les avocats, bon, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, mais on sait maintenant que ça a un impact sur la qualité des services offerts. Ça a aussi un impact sur la motivation au travail. Donc, on sait que les personnes qui sont en moins bonne santé psychologique au travail vont faire plus de présentéisme. Donc, le fait d'être au travail, mais de ne pas être capable de travailler à son maximum, donc d'offrir une moins bonne qualité de présence. Sur l'absentéisme aussi. Donc, on peut le constater à travers les absences de courte durée ou longue durée pour des problèmes de santé, l'utilisation des congés de maladie également. Puis sur le roulement de personnel. Donc, les gens vont quitter plus souvent, changer d'emploi parce qu'ils sont pas bien. Et ça, ben, c'est en lien direct avec leur santé mentale ou leur bien-être au travail. Et on remarque aussi que les personnes qui se sentent moins bien vont faire plus d'erreurs professionnelles. Parce que quand on vit de la détresse psychologique ou problème de santé mentale ou des difficultés du stress très élevés, on a plus de difficultés de jugement. Au niveau cognitif, là, on est vraiment moins actif, moins efficace, c'est ça, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, parce qu'on est moins efficace cognitivement, on fait plus d'erreurs de jugement. Puis encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux travailleurs sociaux, qui est vraiment généralisable à l'ensemble des travailleurs. Donc, on voit vraiment le lien entre santé mentale et qualité de la pratique professionnelle. C'est vraiment important. Le là qu'on a tiré aussi, c'est que la qualité des relations interpersonnelles au travail est un facteur qui influence significativement la santé mentale. Donc, il y a un lien entre la santé mentale et la qualité de la pratique, puis il y a un lien entre la qualité des relations interpersonnelles au travail et la santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'on parle de relations interpersonnelles au travail dans une communauté de pratique qui traite d'abord de pratiques professionnelles, c'est parce qu'il y a vraiment un lien direct à faire. Donc, la qualité, si elle n'est pas très bonne, la qualité des relations interpersonnelles, elle va devenir un facteur de risque qui va causer de la détresse psychologique. Donc, il y a vraiment un lien direct à faire. Ça peut nuire vraiment à la santé mentale. Puis, c'est vraiment une question aussi de perception de soutien. Hein. Quand on sent qu'on n'est pas soutenu en milieu de travail, puis c'est vrai dans la vie en général aussi, pas seulement au travail, mais quand on a une faible perception de soutien social, notre qualité, notre bien-être se détériore. Par ailleurs, c'est aussi démontré que la qualité des relations interpersonnelles, si elle est positive, peut devenir un facteur de protection qui va protéger contre d'autres facteurs de risque. Parce que la qualité des relations, oui, c'est un facteur qui influence le bien-être, mais il y en a tout plein d'autres qui influencent aussi. Il y a les tâches, la surcharge de travail, la surcharge qualitative, quantitative, le fait d'être interrompu, le niveau de reconnaissance. Il y a tout plein de facteurs qui vont faire en sorte qu'un travailleur va être bien ou pas. Puis s'il y a plusieurs facteurs qui sont difficiles ou qui peuvent entraver la santé mentale, le fait d'avoir du soutien social va protéger le travailleur contre ces autres facteurs de risque-là. On va en parler un petit peu plus loin. En fait, on va en parler tout de suite. Là, je vais donner plus de détails, mais c'est important de savoir que relations interpersonnelles, ça peut être et un facteur de risque ou un facteur de protection. Puis parfois les deux en même temps. On peut avoir des bonnes relations et des mauvaises relations aussi. Donc, c'est important de bien faire la part des choses. Donc, le travail, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique d'une part les collègues de travail. Alors, collègues de travail, ça peut être l'équipe de travail immédiate. Hein. On a des gens avec qui on partage nos bureaux, qu'on voit au quotidien. Donc, c'est des collègues très directs, qui sont là de façon continue, constante dans notre milieu de travail. Ça peut être aussi des collègues d'autres équipes de travail avec qui on partage parfois certaines tâches, certains dossiers, certains cas. Ça peut être aussi des membres de d'autres professions parce que ça arrive assez régulièrement maintenant qu'on a des équipes multi. Donc, quand on a des équipes multidisciplinaires, on peut travailler avec toutes sortes d'autres professionnels et ça aussi, c'est des collègues de travail avec qui on entretient des relations. Ça peut même aussi être des relations avec des équipes d'autres départements. Parfois, ça arrive qu'on travaille de façon conjointe sur des dossiers, comme je disais. Donc, parfois, des départements avec qui on va entrer en relation plus régulièrement. Donc, peuvent devenir des collègues significatifs. Donc, c'est les collègues de travail. Puis les supérieurs hiérarchiques, c'est aussi des gens avec qui on va avoir des relations qui ont un impact sur notre bien-être. Donc, on parle de gestionnaires, superviseurs, coordonnateurs administratifs, coordonnateurs cliniques. Donc, toute personne qui a un rôle d'encadrement du travail, soit encadrement, comme je disais, administratif ou un encadrement clinique. Donc, ça aussi, c'est des relations très importantes. Puis, tantôt, je disais que les relations peuvent avoir un rôle de facteur de protection parce qu'elles fournissent en fait deux éléments importants. Quand les relations sont positives, elles peuvent fournir du soutien social et de la reconnaissance.
Et ça, c'est bon et pour les collègues et pour les supérieurs hiérarchiques, même s'ils ont des rôles différents dans notre milieu de travail. Les deux peuvent fournir du soutien ou de la reconnaissance, et ça, c'est deux éléments qui protègent les travailleurs contre le stress et la détresse. On parle de soutien social. De quoi on parle exactement? En fait, ça, on est dans les effets protecteurs là, des relations interpersonnelles. Donc, le soutien social, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être d'abord un soutien instrumental. Donc, ça, on parle plus de besoins matériels. Est-ce que mon milieu de travail, est-ce que mon gestionnaire, par exemple, me donne accès aux outils dont j'ai besoin pour bien faire mon travail? Donc, des outils matériels plus techniques, peut-être. Ça peut prendre toutes sortes de formes, tout dépendant du travail, là, mais on pense vraiment à des besoins plus matériels. Le soutien informationnel, c'est l'information dont j'ai besoin pour faire mon travail. Est-ce que mon gestionnaire, est-ce que mes collègues, quand ils me transmettent un dossier, me donnent toute l'information dont j'ai besoin pour bien faire mon travail? Donc, on parle ici vraiment beaucoup de la communication, du partage d'informations, puis surtout pas juste la communication, mais d'une communication qui est claire, sans ambiguïté. Est-ce que les directives que je reçois pour mon travail sont claires et sans ambiguïté? Est-ce que je sais exactement ce que je dois faire? Est-ce que, comme je disais, j'ai toute l'information nécessaire sur un dossier pour être capable de bien intervenir? Est-ce qu'on m'a donné toute l'information nécessaire, etc.? Donc ça peut être à la fois de la part de collègues ou de superviseurs ou de supérieurs hiérarchiques. Le soutien émotionnel, ça fait référence, à tout ce qui est écoute, la validation, l'accueil, la réflexion sur des solutions aussi. Donc, quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème au travail, est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux aller ventiler? Et pas juste ventiler et t'exprimer comment je me sens. Est-ce que la personne va me faire des reflets? Est-ce que la personne va m'aider à réfléchir à des solutions potentielles? Même si ça ne peut pas les mettre en application à ma place, évidemment, c'est moi qui vais mettre la solution en application. Mais est-ce que je reçois le soutien nécessaire pour prendre du recul par rapport à ma situation? Essayer de trouver une solution efficace à mon problème. Donc oui, il y a toute la question de l'expression des émotions, des inquiétudes, etc., mais aussi la partie plus solution là, de ce soutien-là. Et finalement, je l'ai rajouté ça parce que je trouvais ça important et pas toujours bien nommé spécifiquement, mais le plaisir. Est-ce qu'on peut avoir une espèce de camaraderie en milieu de travail avec nos pairs et même avec nos supérieurs? C'est important le plaisir au travail, puis ça n'a pas besoin d'être des choses très, très élaborées. Là, ça peut être est-ce que à la pause, je vais voir mes collègues faire une petite blague, discuter, est-ce qu'on prend des nouvelles de comment ça se passe dans notre quotidien? Est-ce qu'on peut arrêter, faire une petite discussion au coin de la machine à café, là, dans les trucs un peu plus informels? Donc, est-ce que c'est possible, pendant l'heure du dîner, pendant les pauses, de prendre un temps puis juste se rire entre nous, avoir du plaisir et tout ça. Ça aussi, c'est une forme de soutien social qui est très important. Puis des fois, on n'y pense pas tout le temps, on néglige, mais ça a vraiment un effet protecteur également. Donc ça, c'est pour le soutien social. Autre effet protecteur dont j'ai parlé, que j'ai nommé, c'est la reconnaissance. Donc la reconnaissance aussi, c'est très important, puis c'est comme le soutien social, un facteur qui va faire en sorte de me protéger contre d'autres facteurs de stress. Et on distingue en fait 4 types de reconnaissance différentes. La première, c'est la reconnaissance existentielle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on me reconnaît comme un être humain à part entière. Je me sens pas comme un numéro dans mon milieu de travail. J'ai pas l'impression d'être un élément parmi tant d'autres ou une pièce d'une grosse machine. J'ai vraiment l'impression qu'on me reconnaît comme un être humain. Et ça, ce que ça veut dire par exemple que les collègues de travail me disent bonjour le matin. Aussi simple que ça. Reconnaissent que je suis présente, me disent bonjour, me demandent comment ça va, me demandent des nouvelles de ma famille, de mes amis ou de ce que je fais à l'extérieur du travail ou des choses comme ça. On va souligner les anniversaires, souligner les événements spéciaux, les départs à la retraite. Donc, ça, c'est tous des petits gestes qui témoignent d'une reconnaissance existentielle. Donc, je peux en recevoir de mes collègues, je peux en recevoir aussi de mes supérieurs, puis moi aussi, j'en donne. C'est important, la reconnaissance aussi, que ce soit réciproque, tout comme le soutien. Donc, reconnaissance existentielle, c'est reconnaissance de moi comme personne. Ensuite, c'est la reconnaissance des pratiques de travail. Donc, ça fait référence vraiment aux compétences, aux aptitudes, aux qualités professionnelles. Donc, je reconnais que mon collègue, on me reconnaît des compétences particulières, une expertise, des spécificités professionnelles. On sait que je suis bonne là-dedans, puis on est capable de me le dire puis de me le signifier. Ensuite, c'est la reconnaissance des efforts. C'est différent, c'est important de les différencier parce qu'on peut être très compétent dans quelque chose et parce qu'on n'est pas motivé au travail, faire peu d'efforts. Et à l'inverse, on peut parfois ne pas avoir toutes les compétences pour faire un travail, mais faire beaucoup d'efforts pour les acquérir puis essayer quand même de bien faire son travail. Donc, c'est vraiment deux choses différentes et on peut les reconnaître aussi de façon différente. Et finalement, il y a la reconnaissance des résultats. Donc ça, souvent, c'est plus l'issue des interventions puis du travail qui a été effectué. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs avec la famille, par exemple? Est-ce qu'on a complété le plan d'intervention? Est-ce que, parfois dans le réseau, ça peut prendre la forme aussi des statistiques. Est-ce que j'ai fait le nombre d'interventions qu'on attendait de moi? Est-ce que j'ai fait le nombre de visites à domicile, si vous êtes au soutien à domicile? Ça peut être aussi plus des chiffres. Souvent, dans les évaluations, on met beaucoup d'accent sur le résultat, mais c'est important d'évaluer aussi les efforts, les pratiques, puis de reconnaître aussi
l'humain derrière le travailleur, là. Donc, toutes ces formes de reconnaissance-là ont un effet positif sur les travailleurs. Donc, ça, c'est pour les effets protecteurs. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les conditions nécessaires pour que nos relations interpersonnelles soient positives? Donc, on reconnaît en général 4 principes pour des relations interpersonnelles positives, pas seulement au milieu de travail, de façon générale, mais là, on les applique ici plus au milieu de travail. Le premier, c'est la confiance. Et ça, c'est un enjeu important, tant avec les supérieurs qu'avec les collègues. Chez les supérieurs, on va souvent entendre que la confiance n'est pas là parce qu'on sent que la communication n'est pas ouverte et transparente. Donc ça, c'est un élément qui va jouer beaucoup sur la confiance. Quand je sens que mon supérieur est honnête avec moi, va me donner toutes les informations dont j'ai besoin, va être transparent et ouvert, ça va avoir un effet positif sur le sentiment de confiance et donc sur la qualité de la relation. Au niveau des collègues de travail, c'est sûr que l'ouverture, la transparence, c'est un élément qui joue. Ça va souvent se jouer aussi à travers, par exemple, ça va être plus difficile la confiance dans les milieux où il y a de la médisance, quand il y a des clics où on sait que les gens se parlent dans le dos, excusez l'expression. Donc ça va atteindre la confiance et donc la qualité des relations interpersonnelles. Donc encore une fois, l'idée de la communication ouverte et transparente, elle est importante, peu importe avec qui on est en relation, donc que ce soit un collègue ou un supérieur. Le deuxième élément, c'est l'empathie. Donc, vous connaissez déjà ce que c'est, j'imagine. On est en relation d'aide, donc l'idée d'être sensible et attentif à ce que l'autre vit. Donc, c'est pas bon seulement pour la clientèle, c'est bon aussi dans nos relations de travail. Le fait de ressentir de l'empathie de nos collègues, ça nous donne un outil supplémentaire pour développer des bonnes relations avec eux. Troisième élément, c'est la collaboration. Donc, le sentiment qu'on peut s'entraider, se soutenir dans l'atteinte d'un objectif commun. Donc, ça implique que tout le monde travaille dans le même sens, donc il faut que l'objectif soit clair. Puis, on sent que tout le monde y participe de façon active, peut-être pas exactement avec la même quantité d'efforts tout le temps, mais que tout le monde, en tout cas, a une part active puis essaie de travailler dans le même sens. Donc, ça repose aussi un peu sur la communication, d'abord pour essayer d'éclaircir l'objectif, puis par la suite, l'engagement. Il faut sentir l'engagement des gens dans l'entraide, puis justement l'atteinte de l'objectif commun. Et finalement, la réciprocité. Donc, c'est important pour chacun de ces éléments-là que ce soit réciproque. Donc, si moi, j'ai confiance dans la personne, dans mon collègue, mais je ne sens pas que mon collègue a confiance en moi, il n'y a pas de réciprocité et donc il n'y a pas de relation positive. Il y a nécessairement un mur. S'il y a juste une personne qui a confiance puis l'autre non, ça va évidemment atteindre la qualité de la relation. Même chose pour l'empathie, la collaboration. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sentiment de réciprocité. Puis à ce sujet-là, je veux juste mentionner qu'il y a une étude qui a été faite chez Google, la compagnie Google, qui étudie beaucoup la question des relations de travail, puis qu'est-ce qui fait qu'un employé va être productif, efficace, etc. Puis ils se sont intéressés à toute la question de la collaboration. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe va développer une collaboration très, très positive et efficace? Et ce qui ont ressorti de l'étude, il y a eu plein d'hypothèses qui ont été émises. Puis finalement, ce qui est ressorti, c'est que les équipes où il y a la meilleure collaboration, c'est les équipes où les gens ont un sentiment de sécurité psychologique. Donc, ils se sentent en sécurité dans leur équipe, dans leur relation de travail. Et pour se sentir en sécurité, ça prend, selon cette étude-là, 2 éléments. Le premier, c'est l'empathie, donc on a déjà nommé. Il faut sentir que les gens sont préoccupés, soucieux de comment on se sent, et qu'ils sont à l'écoute de ça. Puis, ils doivent sentir aussi une équité dans la communication, c'est-à-dire que tout le monde a sa place dans l'équipe, tout le monde peut parler, puis il n'y a pas quelqu'un qui va prendre plus de place que les autres, puis si je dis quelque chose, ça va être reconnu puis entendu par l'ensemble des membres, puis je ne vais pas être mis de côté. Donc, je trouve que ça rejoint quand même un peu les 4 principes à l'idée de la collaboration, de l'empathie, de la réciprocité. On est vraiment là-dedans. Et l'étude de Google vient un petit peu confirmer ça à travers ses résultats. Donc, c'est quelque chose vraiment qui se bâtit puis qui se construit dans le temps. Il faut vraiment se donner un certain temps pour être capable de voir ces principes-là mis en action, puis pouvoir ensuite développer des relations interpersonnelles positives. Donc, ça, c'est les conditions nécessaires. Comportements, comme je disais, qui nuisent aux relations de travail. Donc, j'ai trois types de comportements différents que j'ai ressortis dans le cadre du webinaire aujourd'hui. Il y en a probablement d'autres, où on peut peut-être les classifier autrement, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vous propose comme classification. Donc, les premiers comportements qui nuisent, c'est les incivilités. Les incivilités, c'est pas des comportements très graves ou des transgressions très sévères. C'est des petites choses, des petits comportements du quotidien qui vont entraver les normes de respect de base d'un milieu de travail. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire, que les gens peuvent faire, comme je disais, qui ne sont pas très graves, mais qui sont des irritants. Donc, par exemple, lire ses courriels ou texter pendant une réunion où quelqu'un parle. C'est fatigant de voir que quelqu'un ne nous écoute pas quand on lui parle, ou est en train de faire autre chose. Ça peut être un peu un irritant. Interrompre une personne pendant qu'elle parle ou réagir de façon irrespectueuse, rouler les yeux quand quelqu'un nous fait un commentaire, lever les yeux au ciel, soupirer de façon
très, très évidentes. Donc, c'est des petits exemples. Arriver en retard à un rendez-vous, à une réunion, à des trucs comme ça. Faire des blagues qui créent de l'inconfort. Ça peut être toutes sortes de blagues, hein, j'en donnerai pas d'exemple, mais bon, tu sais, faire des blagues, on voit que ça dérange un peu les gens, essayer de provoquer inutilement, des choses comme ça. Donc, comme je dis, c'est pas des choses très graves. Ceci étant dit, même si c'est pas des comportements très graves, ça a vraiment un impact sur les relations de travail puis sur le bien-être des gens. Donc, il y a une étude qui a été faite sur les incivilités également, puis c'est intéressant de savoir que il y a vraiment des effets. Donc, c'est-à-dire que parmi les gens qui avaient vécu des incivilités en milieu de travail, dans l'étude, 63% avaient dit qui avaient perdu du temps au travail pour éviter la personne qui leur avait fait subir une incivilité. Donc, soit changer de chemin quand ils vont aux toilettes, essayer de ne pas lui parler. Donc, quand on voit que quelqu'un nous agresse ou nous irrite, on va prendre du temps pour l'éviter et ne pas avoir affaire avec elle. Donc, ça veut dire que ça nous préoccupe, ça nous occupe l'esprit. Pendant qu'on pense à ça, on ne pense pas à faire notre travail ou au client ou à autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut nous habiter pendant notre travail. Donc, ça, c'est un exemple. Ensuite, l'étude a aussi a soulevé que 48% des personnes qui avaient vécu des incivilités avaient dit qu'elles avaient diminué leur effort dans leur travail parce que ça les avait préoccupées, ça avait un peu diminué leur motivation. Donc, il y a vraiment un effet de l'incivilité sur l'engagement dans le travail puis la motivation au travail. Les relations ont vraiment un impact et même des petits gestes peuvent faire une différence. Ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre pendant des semaines. C'est pas parce que vous avez une incivilité que vous allez être démotivé pendant un mois, mais ça a quand même un impact. Puis si on vit régulièrement des incivilités, ben nécessairement, on va se sentir pas bien plus souvent. Le deuxième comportement dont je vais parler aujourd'hui, c'est le harcèlement psychologique. Donc, on en entend de plus en plus parler. Peut-être que vous en avez aussi entendu parler. Par contre, bon, c'est peut-être pas toujours clair là, de quoi il s'agit quand on parle de harcèlement psychologique. Donc, c'est une transgression relationnelle, oui, mais plus grave que l'incivilité. Quand on parle de harcèlement, là, pour moi, il y a comme on va dire une petite coche de plus là, en bon québécois. Et pour parler de harcèlement, il faut en fait répondre à 5 critères que je vais vous présenter. Donc, le premier critère, c'est une conduite vexatoire. Qu'est-ce que ça veut dire une conduite vexatoire? Ben, ça veut dire que c'est humiliant, abusif ou blessant. Donc, il faut qu'il y ait un caractère un peu dégradant ou quelque chose de nocif là, pour la personne qui en est la cible. Le deuxième critère, c'est que les comportements, les paroles ou les gestes sont considérés hostiles ou non désirés. Donc, la personne ne souhaite pas qu'on la traite de cette façon-là, puis elle le perçoit comme une agression. C'est quelque chose d'agressant. Troisième critère, c'est le caractère répétitif. Donc, ça veut dire que le comportement va se faire à plusieurs reprises. Donc, tu sais, du harcèlement, c'est pas une blague. Parfois, on peut faire une blague. Si c'est une blague déplacée, c'est peut-être plus de l'incivilité. Mais si la personne, elle est cible de blagues plusieurs fois dans le temps, à une fréquence régulière ou, tu sais, sur une longue période de temps, là, on va commencer à parler de harcèlement. Parce que c'est quelque chose de vexatoire, c'est non désiré, puis ça se répète à plusieurs reprises. Dans les cas plus graves, un comportement plus grave, ça pourrait être considéré comme du harcèlement, même si c'est juste une fois. Mais là, ben, après ça, c'est une question de jugement, puis on peut rentrer dans les détails, là. Mais de façon générale, il faut que ce soit répétitif. Quatrième critère, c'est l'atteinte à l'intégrité et à la dignité. Donc, quand on parle d'intégrité, on parle de l'équilibre physique, psychologique ou émotif d'une personne. Donc, si les comportements atteignent ça, cet équilibre-là, c'est considéré comme du harcèlement. Et si on atteint à la dignité, donc la dignité, on parle de respect, d'amour-propre. Donc, il faut que les conséquences là, soient cette atteinte-là pour être considérée comme du harcèlement psychologique. Et le dernier critère, c'est que le harcèlement psychologique va rendre le milieu de travail néfaste pour la personne ciblée. Donc, les effets vont être délétères. Elle va vivre soit de la détresse, de l'anxiété, une dépression, puis elle va éviter certaines situations. Donc, ça va être tellement néfaste pour elle qu'elle va se mettre à faire de l'évitement. Puis, le milieu de travail va devenir néfaste pour elle. C'est pas un milieu où elle va s'épanouir. Donc, le harcèlement, ça doit répondre à ces 5 critères-là. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des commentaires dégradants sur l'apparence physique, par exemple. Pas nécessairement très direct et ouvert, mais juste un petit peu dégradant qui se répète dans le temps à plusieurs reprises. Ça peut être de diminuer le travail d'une personne devant ses collègues de travail, donc lui faire comprendre qu'elle n'est pas compétente, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle a mal fait son travail, qu'elle n'atteint pas ses objectifs, puis devant d'autres personnes un peu pour la descendre, si on veut, d'une certaine façon. Ça peut être aussi indirect, de parler contre une personne, atteinte à sa réputation dans son dos ou devant elle. Donc, tu sais, quand je parlais de médisance tantôt, la médisance soutenue, continue, non désirée, qui se poursuit dans le temps, c'est une forme de harcèlement aussi, même si ça a l'air plus indirect. Donc, ça peut prendre plein de formes différentes. Et ça a des effets aussi très néfastes. Comme je disais, les personnes vont se mettre à éviter certains endroits au travail, ou même éviter le travail, peut-être caler malade plus souvent, se sentir très stressé d'aller au travail le matin, peuvent avoir des symptômes physiques. Donc,
ça peut avoir des conséquences assez graves. Là. Et finalement, le dernier comportement que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la violence. Donc là, encore une fois, on est une coche de plus que le harcèlement psychologique. Donc, quand on parle de violence, souvent, on l'associe plus à quelque chose de physique, mais c'est pas toujours physique. L'idée, c'est que la personne se sent menacée, se sent insécure. Hein, la violence, c'est ça que ça crée. Hein, ça crée un sentiment de menace, d'alerte puis d'insécurité. Donc, la personne va être soit attaquée, lésée, blessée ou menacée. Il y a des gens qui incluent le harcèlement psychologique dans la violence, puis d'autres qui les distinguent vraiment. Moi, je les ai distingués là, pour qu'on sente un peu le continuum de gravité. Mais bon, il y en a parfois qui vont l'inclure, ça dépend vraiment des écoles de pensée. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que la violence est un petit peu plus grave que le harcèlement, il y a plus d'insécurité encore, puis une menace un peu plus grande. Il y en a différentes formes, donc évidemment, bon, la violence physique, on parle de coups, là, coups et blessures, frapper quelqu'un, mordre, bon, ça peut être plein de choses. La violence psychologique, donc on va parler par exemple de menaces verbales, on va parler de comportements de communication comme crier contre quelqu'un, l'insulter, bon, des choses comme ça. Il y a la violence sexuelle, qui serait alors vraiment une agression physique au plan sexuel et toucher non désiré, qui serait peut-être plus grave là, qu'une blague à caractère sexuel plus harcelante. Là. Encore une fois, on essaie de voir le continuum de gravité. Puis il y a la violence financière aussi, là, qui serait de retenir, par exemple, de l'argent d'un employé. Ça peut être dans les cas où il y a des emplois avec pourboire ou des choses comme ça. On retient les sous, on paye pas quelqu'un. Donc, une violence financière de ce type-là. Donc, c'est peut-être moins fréquent, là, mais ça peut exister également. Et c'est important de savoir là, que selon la Commission des normes du travail, qui est maintenant la CNESST, Santé et Sécurité au travail, parmi les professions à risque, là, on a identifié tous les gens qui sont dans justement le domaine de la santé. Donc, le personnel qui travaille au niveau de la santé et des services sociaux, le tiers des réclamations qui sont faites touchent la violence en milieu de travail. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, on est plus exposé que d'autres professions à la violence. Évidemment, la violence, c'est un petit peu la particularité aussi, là, elle vient pas toujours des collègues ou des supérieurs. Ça peut arriver, il y a des situations de violence en milieu de travail qui sont en lien avec les collègues et les supérieurs, mais la clientèle peut aussi être source de violence pour les intervenants. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui dans le webinaire, juste pour rappeler que les relations avec la clientèle, c'est sûr qu'on fait notre travail pour les gens. Hein. Si vous faites ça, j'imagine, c'est parce que vous aimez les gens, vous avez envie de les accompagner, puis vous sentez une forme de reconnaissance justement par rapport à votre travail. Mais on travaille souvent avec des gens qui sont en grande détresse, en crise aussi parfois. Et ça peut nous mettre dans des contextes où on va être cible de violence. Et les relations avec la clientèle, c'est reconnu comme un facteur de risque en milieu de travail. C'est important de le savoir et de se le rappeler parce que des fois, on l'oublie. On a l'impression que parce qu'on est intervenant, on ne devrait pas être touché par ça, on ne devrait pas se sentir mal ou il faudrait être capable de faire abstraction de ça, puis parce qu'on a des outils et tout ça, mais c'est pas le cas. Ça peut vraiment nous toucher, puis ça peut susciter un grand stress, donc c'est important de se le rappeler. Se rappeler aussi que contrairement aux relations de travail avec nos collègues ou avec nos supérieurs, les relations avec la clientèle n'ont pas de fonction de soutien. Là. Hein, les gens sont pas là pour nous soutenir, c'est nous qui sommes là pour les soutenir. Donc, les relations avec la clientèle, ça ne fournit pas de soutien. C'est vraiment des relations qui nous demandent de l'énergie, qui nous demandent du jus, et c'est correct, c'est pour ça qu'on fait notre travail, mais juste de se le rappeler, c'est important. C'est sûr que c'est possible que ce soit une source de reconnaissance. Hein. C'est important aussi quand un client nous reconnaît nos efforts, nos compétences, nous dit qu'on l'a aidé, ça peut être très agréable. Ceci étant dit, ce n'est pas toutes les relations avec la clientèle qui vont être source de reconnaissance. Et ça aussi, il faut se le rappeler, c'est pas ça vraiment leur mandat ou leur rôle dans la relation. Ça peut arriver que ce soit le cas, mais ce ne l'est pas tout le temps. Ensuite, comme je l'ai dit, hein, ça peut être très stressant parce qu'il y a beaucoup de détresse et de situations de crise dans notre travail. Les gens vivent des choses très difficiles et ça peut nous faire vivre à nous aussi une forme de détresse à certains moments. On a parlé entre autres là, de syndrome de détresse vicariante, je pense, c'est ça le terme. Je suis plus certaine que c'est ça exactement le terme là. Mais quelqu'un qui est exposé de façon répétée à des situations de détresse va finir par être un peu contaminé par cette détresse-là. Donc, il y a toutes sortes d'impacts d'être exposé comme ça à des facteurs de risque comme ceux-là. Et c'est qu'on peut pas éliminer ces facteurs de risque-là. Hein. Il y a des choses en milieu de travail parfois qu'on peut éliminer, des facteurs de risque qu'on peut tasser, mais ça, c'est notre travail, donc on peut pas l'enlever. Ça veut dire qu'il faut se doter d'outils pour être capable de composer avec ce stress-là et cette détresse-là. Et encore finalement, relation avec la clientèle, comme je le disais plus tôt, il y a des possibilités aussi d'incivilité, d'harcèlement et de violence. Et je le mentionne parce qu'il faut en être conscient, parce qu'une fois qu'on en est conscient, on peut ensuite prendre des décisions par rapport à ça. Donc, c'est important pour les milieux de travail
qui a des intervenants. Traumatisme vicariant, c'est ça, quelqu'un l'a écrit là, sur le chat, merci beaucoup. Donc, traumatisme vicariant, je m'excuse. Donc, voilà. Donc, possibilité d'incivilité, harcèlement et violence. Donc, il faut en être conscient. Parce qu'après ça, dans le milieu de travail, on peut décider de ce qui est acceptable ou non. Donc, j'imagine, pour ceux qui travaillent, par exemple, dans les hôpitaux, on a de plus en plus, on met ça dans, même tout ce qui est gouvernemental. On met des affiches en tant que la violence n'est pas tolérée. Les comportements non violents ne seront pas tolérés. C'est important de se donner des règles aussi par rapport à ça, de se donner des limites, hein, à ne peut-être pas dépasser ou à quel moment l'intervenant peut se retirer d'une intervention parce qu'il est cible de violence, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que ça aussi, c'est une forme de soutien. Hein, quand on sent que le milieu de travail nous soutient dans ces relations avec la clientèle-là, ça aussi, ça a un effet protecteur. Donc, c'est pour ça que je voulais le mentionner aujourd'hui, parce que ça a un grand impact quand même sur notre bien-être et ultimement sur notre pratique professionnelle. Donc, voilà. Donc, comme je disais au début, souvent, quand il y a des webinaires, j'organise à la suite de ça une activité réseautage. Donc, il y en a une qui va être organisée le 26 mars prochain, de 18 à 20 heures. C'est à Montréal, donc pour les gens qui sont à Montréal, je sais que c'est pas toujours le cas, là, les webinaires, ça nous donne accès à des gens de partout. Donc, peut-être que ceux qui sont plus loin pourraient pas se présenter. Mais pour ceux qui seraient intéressés à venir parler de pistes de solutions, puis de qu'est-ce que vous faites, vous, en milieu de travail pour vous protéger, soit pour favoriser des bonnes relations de travail, vous protéger quand vous êtes exposé à des relations plus difficiles. Ça va être au bar L'Escalier, un espèce de bar-resto L'Escalier, très sympathique. C'était là que c'était aussi la dernière activité à l'automne, sur la rue Sainte-Catherine, au métro Berry-UQAM. C'est gratuit, sauf évidemment là, de prendre une consommation puisqu'on est comme dans un resto-bar. Mais pour le reste, il n'y a pas de coût là, associé à la participation. Si vous voulez des détails, vous avez le site web de la communauté là, pour aller voir plus de détails, la description de l'activité aussi. Et si jamais vous voulez comme demeurer informé, soit des activités de webinaire comme aujourd'hui, des activités réseautage, des ateliers aussi d'initiation au co-développement qui ont lieu de temps en temps, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre pour rester informé justement de ces activités-là. Je vous ai mis l'adresse du site web de la communauté là, pour aller vous inscrire à l'infolettre. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires sur le webinaire, s'il y a des gens, il y a des points que vous avez besoin de clarifier, si vous avez trouvé ça pertinent. Donc, c'est le moment. On a quelques minutes là, peut-être pour prendre les questions ou les commentaires de vous. Donc, je ne sais pas si vous êtes en général satisfait de vos relations de travail, si vous vous sentez bien soutenu, bien reconnu dans votre milieu de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier? Donc, à moins que les gens... Donc, est-ce qu'il y a un commentaire? Ah, merci pour la conférence. Ben, ça m'a fait grandement plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre présence aussi. Très agréable de pouvoir, de savoir que les gens sont interpellés par le sujet. Donc, je vais laisser encore peut-être 30 secondes. Des fois, les gens tapent pas toujours très vite ou ont des longues questions. Fait que je vais quand même laisser le temps aux gens de... Donc, quelqu'un qui dit que c'est intéressant la façon de l'aborder, intéressant de réfléchir. Merci. Ben, merci à vous. Oh. Présentation d'une justesse et d'une pertinence totalement sur la coche. Merci pour le commentaire. C'est bien gentil, merci beaucoup. Tant mieux si ça vous est utile. C'est ce que j'espère en fait, hein, que vous allez pouvoir utiliser ces informations-là. Vous allez l'aborder en équipe, super. Oui, quelqu'un qui dit que la reconnaissance trouve que c'est un outil très important. Oui, c'est un outil important. C'est pour ça qu'on l'a abordé, c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui. Parce que comme je disais, reconnaissance et soutien. Oui, étude de Debrun, effectivement, un chercheur de l'Université de Laval, qui a parlé beaucoup de reconnaissance, qui a étudié aussi, fait plusieurs études sur la question, puis qui est super intéressant également aussi, là. Donc, si ça vous intéresse, c'est ça, je me rappelle pas son prénom, mais son famille, c'est Brun, chercheur à l'Université Laval dans une chaire de recherche sur santé et sécurité au travail. Donc, quelqu'un aussi qui dit qu'il était clair et pertinent. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup pour vos commentaires très, très gentils, pour vos réflexions également. Donc, si vous êtes disponible, vous avez le goût de venir en discuter en personne le 26 mars, vous êtes les bienvenus. Et si jamais c'est pas possible, ben, il y aura un autre webinaire, là. J'en fais un par saison d'habitude. Donc là, c'était pour la saison d'hiver. Donc, à l'automne prochain, il y aura un autre thème, un autre webinaire. Je sais pas encore sur quel thème, mais ça va être annoncé. Comme je disais, si vous voulez rester connecter puis savoir les sujets, ben, abonnez-vous à l'infolette, vous allez recevoir régulièrement là, des informations. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter également là, à la suite du webinaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci tout le monde.